Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. L'invité politique est Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour. Vous y êtes dans le JDD. Il y a quelques jours que François Hollande était en train de tripatouiller la Constitution. Est-ce que cette envie de constitutionnaliser la déchéance est morte d'après vous ce matin ? Écoutez, moi je souhaite qu'on l'achève cet après-midi. Hier soir, il y a eu le vote sur l'article 2. Ça a été un vote très très serré. 162-148. Ouais, donc c'est vraiment très serré pour un texte dont on nous annonçait qu'il devait passer largement, sur lequel s'étaient mobilisés François Hollande, gauche, Nicolas Sarkozy, avec d'autres à droite. Et cet après-midi, il y a le vote sur l'ensemble du texte. Je souhaite qu'on fasse définitivement la démonstration que la majorité des 3/5 sera jamais acquise, que donc ce texte ne pourra pas aller au Congrès, et que le gouvernement peut le retirer, tout simplement. Moi, je souhaite qu'il le retire. Ce débat n'a pas de sens depuis le début. Cette révision constitutionnelle, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Donc c'est une opération politique qui a échoué. Exactement. C'est une opération politique, c'est une manipulation politique dans laquelle sont venus se greffer des intérêts tactiques. Finalement, François Hollande a voulu faire un coup d'habileté politique. Et l'habileté politique, ça marche pas à chaque fois. Il a échoué. Et je souhaite maintenant qu'il retire ce texte parce que ça fait des semaines qu'on en parle. Ça ne sert à rien. C'est même dangereux parce que ça nous divise. Donc ça met en scène des divisions à l'intérieur de la communauté nationale, à l'intérieur des groupes politiques. On a bien d'autres choses à faire. Mais les divisions, est-ce qu'elles existent, Nathalie Kosciusko-Morizet, sur un fond justement de, comment peut-on dire, de préhension du texte, ou est-ce que les divisions sont les arrière-pensées des uns et des autres en fonction justement des uns et des autres? C'est-à-dire des problèmes de rivalité. Comprenez-moi bien, qu'il y ait des variétés de points de vue sur certains sujets, c'est légitime. Moi, ce que je trouve absurde, c'est qu'on se divise sur un texte qui ne sert à rien. Parce que ni en matière de sécurité, ni en matière de renforcement des moyens de la lutte contre le terrorisme, ce texte ne changera rien. Moi, j'ai voté tout ce qui permettait d'aller vers plus de sécurité et le renforcement des moyens de la lutte contre le terrorisme. J'ai voté la loi sur le renseignement. J'ai voté l'état d'urgence. Et je voterai d'autres textes qui iront dans cette direction-là. Mais ça sert à rien. Donc on se divise. C'est-à-dire qu'on s'affaiblit. De manière, Valls le dit, il dit c'est simplement un acte symbolique, mais un acte qui est adressé finalement à une communauté terroriste en puissance. Mais c'est ça qui est insensé. C'est que même ceux qui défendent le texte, ou qui sont supposés le défendre, parce qu'il y en a dont on sent qu'ils le font avec plus ou moins de cœur, même ceux qui défendent le texte reconnaissent que ça ne sert à rien. Vous vous rendez compte que ça fait des semaines qu'on discute d'un truc qui ne sert à rien, alors qu'en fait, état d'urgence, on est en crise. Il y a état d'urgence dans la lutte contre le terrorisme, mais il y a état d'urgence sur le front de la lutte contre le chômage, il y a état d'urgence parce qu'il y a une crise sociale. Et pendant ce temps-là, on discute pendant des heures, des jours et des semaines d'un texte dont même ceux qui le défendent reconnaissent. C'est pour ça que je parlais de la phrase du général de Gaulle. Il y a toujours un moment où il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. L'opération de Hollande au début, c'était de trianguler sur la déchéance qui était dans le programme de la droite. Et finalement, ça aboutit probablement à un échec. Mais ça implique la droite dans l'échec. C'est faux. C'est pas vrai. Au début. Vous êtes divisé. Oui. Alors, attendez. Je vais au fond de ma pensée. Il y a qu'il y ait des arrière-pensées, à droite et à gauche, c'est bien possible. Mais d'une certaine manière, moi je suis pas juge des arrière-pensées des uns et des autres. Depuis le début, je suis contre ce texte. Depuis le début, je vous dis que c'est inutile. J'ai écrit un premier billet au mois de décembre sur mon blog pour dire que je ne voyais pas l'intérêt de tout ça, qu'il y avait d'autres moyens de faire et qu'en fait ça passait pas nécessairement en plus par la Constitution. On était seulement 5 à voter contre au bureau politique des Républicains au début du mois de janvier. Puis on a été 20 à signer une tribune. Puis on a été de plus en plus nombreux. Et hier, en fait, on était la moitié. Vous me dites, il y en a qui ont des arrière-pensées dans le pour et dans le contre. J'en suis pas juge. Et d'une certaine manière, c'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'importe. Vous voulez dire que ça ne vous concerne pas? C'est-à-dire que vous n'aviez pas d'arrière-pensée depuis le début de cette affaire? Ah non, moi je suis depuis le début contre. À l'époque où on était seuls, où on était 5 au bureau politique. On était 5 au bureau politique à voter contre. Et ce ne serait pas le cas de François. Non mais attendez, je vois bien les reproches qui sont faits aux uns et aux autres, et je rentre pas là-dedans. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrête les frais, et qu'on soit le plus nombreux à pouvoir dire non, à pouvoir dire stop, et à pouvoir dire retirer le texte, ça me convient bien. Et est-ce que vous considérez que dans cette affaire, comme le disait Guillaume Tabar tout à l'heure, c'est une défaite peut-être pour François Hollande, le vote n'a pas encore eu lieu, mais aussi pour Nicolas Sarkozy? Vous qui êtes pour la transparence des mots et des attitudes.
Vous réfléchissez. Non, mais... je vous dis le fond de ma pensée. Je pense que Nicolas Sarkozy, sur ce sujet, n'a pas senti le mouvement qui était en train de se faire au sein du groupe. C'est-à-dire, je pense qu'il a sous-estimé le questionnement qui se faisait jour parmi les parlementaires sur mais à quoi ça sert tout ça ? On va changer la Constitution, qui est quand même notre texte fondamental, pour des choses qu'on pourrait faire dans la loi pour ceux qui trouvent que c'est par ailleurs des bonnes mesures. On va passer des semaines là-dessus, parce que vous savez, un texte constitutionnel, il faut voter à l'Assemblée, puis il faut voter au Sénat, puis après il faut aller au Congrès, pour pouvoir, dans la Constitution, mettre des dispositions qui, de l'avis de tout le monde, ne servent à rien et n'ont même pas besoin d'être constitutionnelles. Il y a de plus en plus de députés. Au début, c'était un questionnement à bas bruit, en quelque sorte. Ce questionnement a monté. Et je pense que Nicolas Sarkozy s'est pas rendu compte de l'ampleur que ça prenait. Est-ce que ça veut dire que finalement, les sexagénaires qui sont au pouvoir sont en train de se tromper surtout ? Parce qu'il y a quelque chose de bizarre dans non mais la question des générations n'est pas une question totalement anodine. Regardez le Monde d'hier qui sort aujourd'hui, on voit Alain Juppé plébiscité par tout le monde, et aux États-Unis c'est Bernie Sanders, des gens qui ont largement plus de 60 ans ou de 70 ans. En même temps, vous vous poussez pour exister, ce qui est tout à fait normal, et ceux qui sont coincés entre les deux ont du mal à tenir leur troupe, puisqu'on le voit avec Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc c'est un peu les plaques tectoniques. Je vais peut-être vous surprendre d'une certaine manière. Ce serait mon intérêt d'en faire un problème d'âge et de vous dire ouais, c'est fini, place aux jeunes. Je suggère. Mais moi je crois pas que ce soit un problème d'âge des candidats, je crois pas que ce soit un problème d'âge des personnes, je crois que c'est un problème d'âge des idées. On a changé de monde, tout va très très vite. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer, tout simplement. Il faut pouvoir saisir la modernité par les cornes. Il faut être dans ce mouvement-là. Pour être dans ce mouvement-là et pour bien réagir, il faut pouvoir le regarder en face. C'est ça le sujet. C'est pas une question d'âge des gens, c'est une question d'âge de leurs idées. Est-ce qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer ? Est-ce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas envie qu'on passe des semaines sur la réforme constitutionnelle ? C'est une autre manière de dire qu'ils sont dépassés, Hollande et Sarkozy. Les idées. Les idées, ils sont dépassés par les idées. Oui, non plus. Moi, je pense que le débat politique aujourd'hui est complètement à côté de ce qu'attendent les Français. Mais pas seulement sur la déchéance de je termine simplement sur ce sujet. Sur les questions économiques, on pourrait en parler. Oui, mais on peut en parler. Conférence hier soir de la Fondation France-Israël d'Emmanuel Macron. Il dit on a prêté trop d'importance à ce débat. On ne traite pas le mal en l'expulsion de la communauté nationale. Lui aussi, il est d'une certaine manière une sorte de frondeur, comme vous. Sauf que moi, j'ai fait... Vous allez me dire, vous avez fait ça depuis le début. C'est pas seulement le sujet, c'est que je la transforme en acte. Au début, voilà, on était 5 à voter contre au bureau politique. Hier, on était la moitié des Républicains à voter contre. C'est-à-dire que mes convictions, mes idées, je les transforme en actions. Donc Macron n'a pas de conviction, c'est une sorte d'opportunisme. Ah non, je vous dis pas ça. Je vous dis que simplement on attend un peu les actions. Parce que voilà, il faut en faire quelque chose. Quand vous êtes contre un projet, il faut que ça se transforme. Il faut que derrière il se crée un mouvement. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent voter contre. Quand vous êtes pour la suppression des 35 heures, on aimerait derrière que ça bouge aussi. Vous parlez de Macron, bien sûr. Oui, je réponds à votre question. C'est-à-dire que je vous dis que les idées en politique, elles sont pas là. C'est pas de l'esthétique, vous comprenez. On n'est pas là, on fait pas de la poésie. C'est pas, on dit pas les choses pour que ce soit joli et élégamment dit et que ça sonne bien à l'oreille. On dit les choses pour pouvoir faire bouger le monde. J'ai fait un pari idiot au début de cette émission. J'ai parié que j'allais vous faire parler de la primaire et de votre position. Mais je vais passer par Macron avant d'arriver à cette question. Vous n'êtes pas le premier à essayer. Oui, mais moi je vais y arriver, c'est la différence. Macron, finalement, son raisonnement, c'est assez simple. C'est qu'il pousse des idées. Il sait très bien que d'ici 2017, si Hollande trébuche, tout se jouera en 2017. Donc il sait très bien qu'il peut pas faire, puisqu'il n'est pas au pouvoir, c'est pas lui, c'est François Hollande et Manuel Valls. Mais par contre, il jette des petits cailloux, et si l'un et l'autre trébuchent, il y sera... Pardon, je vais être un peu sévère. Je ne sais pas quelles sont les arrière-pensées de Macron. Quand vous dites qu'il n'est pas au pouvoir, il a juste un très gros ministère. Oui. Il a porté un certain nombre... Il fait ce qu'il peut et il attend 2017. Eh ben, écoutez, c'est pas probant sur le résultat. Moi, je vous donne juste un exemple. La loi Macron 1, on nous annonçait, vous savez, la grande révolution, on va déréguler, on va libérer les énergies, tout ça. Et notamment, il avait mis en avant le travail le dimanche. Moi, je suis pour le travail le dimanche. Et notamment à Paris. J'ai fait campagne à Paris en disant qu'il fallait que Paris soit zone internationale, qu'il y ait liberté d'ouverture des commerces partout le dimanche à Paris. Mais c'est quoi le résultat de la loi Macron 1 ? C'est rien. Rien. Nada.
très précisément. Vous avez vu le CGTiste l'autre jour dans l'émission de Pujadas avec Sarkozy. Mais vous avez vu la loi qu'il a fait passer, Macron? C'est une loi dans laquelle, en fait, d'abord, c'est pas de la libéralisation globale, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir quelques dimanches de plus. Et le reste est soumis à l'accord des syndicats. Donc le résultat à Paris, vous le BHV, vous voyez ouvert le dimanche, n'allez pas y faire vos courses, c'est fermé. Les grands magasins, boulevard Haussmann, c'est fermé. Le seul truc qui a réussi à ouvrir le dimanche, c'est Beaugrenelle. Tous les autres, c'est fermé. C'est-à-dire que la loi n'y a rien changé. Macron, j'enlève zozo, je rajoute dandy. Mais non, je vous dis pas ça. Bah si, vous êtes en train de me dire, finalement, il défend des positions, et dans les textes, on trouve rien. Je réponds à vos questions, c'est-à-dire que sur les positions, moi, il y a des choses que je trouve que je défends depuis longtemps. Par exemple, moi, je suis pour la fin du statut généralisé de la fonction publique. Je trouve qu'on a trop de monde sous statut dans la fonction publique. Donc, quand Macron lance ce débat, je me dis, chouette, la gauche va bouger. Mais derrière, il ne se passe rien. Et quand, par exemple, Nicolas Sarkozy parle de 25 milliards de choc fiscal et François Fillon dit c'est impossible, dans le contexte actuel, les marchés sont en train de s'effondrer. Qui a raison? C'est quand même une sacrée question. Je vais vous dire, moi, j'ai lancé au mois de mai l'idée que, dans les Échos aussi, l'idée qu'il fallait, en 2017, avoir un plan dans lequel on avait du même mouvement des baisses de charges sur les entreprises massives et des réformes qui gageront ces baisses, mais qui sont des réformes de structure, comme le passage de la retraite à 65 ans, qui mettront plus de temps à faire leurs effets. Et donc, forcément, ça creusera de manière transitoire le déficit. À cette époque, j'avais appelé ça faire baisser les impôts et les charges par l'ascenseur et les dépenses par l'escalier. Et quand je l'ai dit, j'ai eu droit à des hurlements de tout le monde. Alors j'ai eu Fillon, mais aussi Juppé, j'ai eu tout le monde. Et puis aujourd'hui, je vois ressortir l'idée. Eh bien, moi, c'est comme la lutte contre la révision constitutionnelle. Si les idées peuvent faire des petits, si elles peuvent être reprises, tant mieux. Alors, il est 8h27, c'est la grande question. J'ai lu dans la presse ce matin que vous avez participé à une émission avec Alexandra Sublet et Leonardo DiCaprio. Ça n'a aucun intérêt de cette information. Mais cette information, c'est pas vrai dit comme ça. J'ai été sollicité, j'ai été approché pour participer à un nouveau talk show sur le modèle Ruquier. Bon, j'ai dit que j'allais considérer la chose. Et je vous comprends. Et je considère la possibilité de participer à un talk show. Pourquoi? Parce que dans un talk show, on peut faire passer des idées politiques. Après, on aime ou on n'aime pas toutes les séquences, mais on peut faire passer des idées politiques. Après, j'ai vu depuis hier que ça avait l'air d'être un jeu. Si c'est un jeu, non, c'est pas mon truc. Moi, je vais pas aller jouer à la télévision. Je voulais jouer avec l'idée qu'à un moment, vous allez dire quelque chose. Enfin, jouer, c'est pas un jeu d'ailleurs. Donc, je précise quand même, je regarde ça. Si c'est un talk show, pourquoi pas? Si c'est un jeu et juste un jeu, non, pour moi, aucun intérêt. Attention, je suis prêt à déborder pendant 2h15. Vous allez y aller à cette primaire? Guillaume Durand, c'est toutes les menaces ne feront rien. J'ai dit que je répondrai à cette question au mois de mars. J'ai pas envie de vous faire de l'hypocrisie là. J'ai dit que je répondrai au mois de mars. Je réponds au mois de mars. Promis, au mois de mars, je reviens, je réponds. D'accord, mais c'est quand même un intérêt pour vous. Quel est l'intérêt d'une carrière politique de haut niveau si c'est pas pour passer par le débat autour des présidentielles? Vous n'allez pas rester tranquillement installé chez vous. Ce qui a intérêt, c'est défendre des idées. Vous venez d'expliquer les idées. Ce qui a intérêt, c'est de défendre des idées, surtout si elles sont pas défendues par ailleurs. Oui, donc vous allez y aller. Et donc je vous réponds au mois de mars. Je vous promets, je reviens. Il y a des témoins là. Ils nous écoutent. Et ben voilà. Mais vous avez quand même intérêt à y aller. Autrement, ça n'a aucun sens, tout ça. Vous savez, c'est des sujets importants. Je vous demande pas la décision. Non, mais c'est des sujets importants qu'on se pose pas seulement en question d'intérêt. Et puis, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je fais pas toujours les choses en fonction de mes intérêts. Je les fais en fonction de mes convictions. Quand j'ai commencé à me battre contre la révision constitutionnelle et qu'on était 5 au bureau politique à le faire, c'était pas de façon évidente mon intérêt. Mais c'était déjà mes convictions. Mais je ne vais pas être vulgaire et insister trop. Par contre, je suis absolument certain qu'il y a des moments où vous êtes peut-être dit quand même que, étant donné la situation qui vous était faite chez les Républicains, vous aviez envie peut-être de claquer la porte, d'aller ailleurs. Non, vous n'avez jamais eu cette envie-là? Non, je veux dire. De leur faire un bras d'honneur? C'est ma famille politique. Moi, je trouve que ma responsabilité, c'est de rester. Je pense de participer à défendre des convictions, à incarner une sensibilité qui existe dans cette famille politique depuis son origine. Et c'est pas parce que parfois vous avez des discours qui s'en éloignent qu'il faut laisser tomber. On va laisser tomber les militants. Les militants, ils sont pas monocolores comme on voudrait nous le faire croire. C'est pas parce qu'on a homogénéisé, pour dire les choses pudiquement, la direction, qu'elle est devenue plus unitaire en quelque sorte, que les militants le sont. Les Républicains au début, c'est quoi? C'est l'UMP, c'est la création, c'est l'union de plusieurs familles politiques, c'est l'union du RPR, de l'UDF, c'est l'union en fait de plusieurs sensibilités à droite. On voudrait aujourd'hui nous faire croire qu'il n'y a plus qu'une sensibilité, mais c'est pas vrai. Et moi, si je partais, mais je laisserais accréditer ça. Pardonnez-moi, mais il paraît que Nicolas Sarkozy me dit, mais si tu vas à la primaire, tu vas être obligé de dire du mal de moi. C'est vrai ou pas ça?
Dites-moi au moins quelque chose. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est probablement une crainte qu'il a, mais ce serait... Donc c'est une phrase qu'il a prononcée. Ouais. Mais ce serait une erreur de penser ça, parce que moi je pense qu'on va pas à la primaire en se positionnant par rapport aux uns ou aux autres. On va à la primaire parce qu'on pense qu'on a un message et qu'il n'est pas porté. Si on n'y va pas. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue sur l'antenne de Radio Classique. Ce matin, bonne journée à vous. Il est 8h31. Nous avons rendez-vous dans un instant donc avec la revue de presse de Renaud Blanc.